Nous allons donc aborder la dernière contribution de la matinée, qui va nous être faite par Frédérique Villmur, qui est historienne de l'art, qui est professeure à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier et qui a publié de nombreux ouvrages et textes sur les correspondances entre différents arts et l'architecture, différents arts, notamment la littérature, la peinture, la photographie et plus récemment la danse. C'est dire si elle était parfaitement la personne ad hoc pour venir nous parler. Merci Guillemette, et je tiens à remercier également vivement Jean-Louis Cohen de cette invitation, avec qui tous deux j'ai pu partager les aventures des publications de la revue Europe et de celle de Yannis Somis. Et pour rester fidèle à ce petit équipage et aux travaux de Jean-Baptiste Parra, j'aimerais introduire, alors non pas introduire, quasiment m'installer dans un prologue. Après, je vais vous faire entrer dans une sorte de road movie presque visuel, et bien d'introduire le qui, tu, comment et quoi par l'ouvrage de Manganelli que vous voyez ici et que Guillemette m'avait fait découvrir dans cette édition précise des éditions 100 pages, qui est une sorte de brochure où les fils apparaissent et le papier reste pelucheux. Pourquoi donc ? Ou comment performer littéralement la lecture à tous les étages ? Je vous montre ici, voilà la table des matières, 100 romans d'une page en un seul livre. Au fur et à mesure que le lecteur achève au mot près le livre, eh bien l'édifice apparaît dans son jeu typographique. Le 1, ici en bas, pour un roman, donc descend sur la page de gauche au fur et à mesure de la lecture sur la page de droite, et par empilement et page tournée, eh bien l'édifice du livre, à l'assise fragile, on verra comment, pourquoi, affirme sa puissance montante. Il se trouve que 100 romans, dont Manganelli d'ailleurs lui-même suggère quelle serait la meilleure façon de les lire, mais écrit-il, elle est coûteuse. Je m'engage à vous proposer ça aujourd'hui, mais nous sommes heureusement au Collège de France. Voilà ce qu'il dit. Elle est coûteuse, ça serait une manière de performer la lecture de ce roman. Acquérir le droit d'usage d'un gratte-ciel qui ait autant d'étages qu'il y a de lignes dans le texte qu'on va lire. Placer un lecteur à chaque étage, livre en main, confier une ligne à chaque lecteur, à un signal donné, le lecteur suprême, grand L, grand S, commencera à se précipiter du sommet de l'édifice et au fur et à mesure de son passage devant les fenêtres, le lecteur de chaque étage lira à haute et intelligible voix la ligne qui lui est destinée. Il est nécessaire que le nombre de pages corresponde à celui des lignes et qu'il n'y ait pas entre l'entresol et le premier étage de méprises susceptibles de provoquer un embarrassant silence avant le fracas. Alors, il se trouve que... je peux rapidement commenter. On ne peut s'empêcher, bien sûr, de penser que ce lecteur performeur est le lector in fabula d'Umberto Eco, livre qui sortait la même année, en 1979, que les Centuries de Manganelli. Le lecteur suprême active le parcours vertigineux d'une lecture horizontale, animant l'édifice d'une architecture toute désignée pour en recevoir les usages. Ce n'est pas le livre qui tue l'architecture, pour reprendre la formule de Victor Hugo, mais bien la lecture qui achève le livre étage après étage. Si l'architecture porte le livre, tandis que le livre y trouve ses usages, eh bien c'est à l'architecture qu'il revient de mettre un terme, bien sûr, au livre. Dans ce renversement réciproque, l'édifice tue le livre parce que le livre, devenu parole vive, en anime l'architecture. Il se trouve que les éditeurs français Olivier Gadet et Philippe Millot ont disposé des images d'architecture en ouverture et fermeture du livre qui ne figurent pas dans l'édition italienne. Alors je vous le montre dans son jeu avec ce côté justement pelucheux de l'image qui vient de la qualité des pages exprès là pour le moment. Et voilà, page 1, nous avons
une photo du plateau du film dont on a déjà vu l'affiche ce matin avec Jean-Louis Cohen, King Vidor, The Fountainhead, Le Rebelle de 48, adaptation du roman éponyme, où vous avez Howard Rourke et Gary Cooper. Cette photo du plateau, au plateau, dans le tournage, ne figure pas dans le film, on verra l'image un peu plus loin. Donc ça, c'est la page 1 du livre. Et page 3, une série. Je me posais bien la question, qu'est-ce qu'elle venait faire là? Hotel Century. Alors, mis à part le jeu de mots, bien sûr, Century, sans roman, Hotel Century. Il se trouve que ce sont des boîtes d'allumettes. Je vais téléphoner à l'éditeur, ce sont des boîtes d'allumettes. Et donc, pourquoi? Alors, c'est un hôtel qui n'existe plus aujourd'hui, qui est près de Times Square. Et il s'agirait effectivement de participer par cette iconographie au geste attentatoire que l'on connaît de Howard Rourke dans le film. J'y reviendrai plus loin. Et puis, tout à fait à la fin de l'ouvrage, l'éditeur a rajouté ces deux images, page 102, le fameux bal costumé du Skyline de New York de 1931, et également cet extrait du film de King Vidor, Le Rebelle, donc le juste milieu, donc pourquoi prendre des risques, si on peut traduire. Alors, c'était bien vu, effectivement, dans ces rapports entre architecture et littérature, d'adjointer en quelque sorte ces images du film au livre, car le film lui-même, alors voilà, donc le film lui-même joue sur ce rapport entre le gratte-ciel et le livre dont il est issu. Je rappelle juste le générique, je vous le montre. Donc ça, c'est le fameux gratte-ciel qui est l'Enright, jeu de mots, c'est l'Enright Building de Rourke, qui est son premier chef-d'œuvre, mais par lequel arrivent tous les scandales dans le film, et qui en fait n'est que, quand le film s'anime, eh bien que la couverture du livre d'Anne Round, dont la typographie elle-même eh bien, se creuse au point de laisser des lignes d'architecture clairement apparaître. Alors, quant aux boîtes d'allumettes qui, en fait, vont permettre, vous voyez ici, dans les années 40, 50 et 60, c'était un hôtel d'ailleurs dans lequel la communauté universitaire de Columbia descendait de temps en temps. Il y a eu de nombreux suicides dans les années 30 du haut de ce bâtiment, et on le voit ici dans les années 60 comme vraiment central, eh bien, sert tout simplement à mettre le feu à un moment donné, à faire sauter, comme vous le savez, le bâtiment des Cortlandt Homes par Howard Rourke, Gary Cooper, qui nous montre bien, et là je passe rapidement, je vais vous montrer quelques extraits du film pour vous remettre un peu le scénario rapidement en tête. Voilà, vous voulez lutter seul contre tous, donc c'est l'architecteur, le génie, l'architecte, beau lapsus, l'architecteur, le génie, voilà, héroïque, c'est la célébration de l'unicité du geste et de l'œuvre, bien évidemment, tout au long du film. Vous voulez lutter seul contre tous, il n'y a pas de place pour l'originalité en architecture, vos projets ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît. Voilà, songeur. Monsieur Rourke, nous vous passons la commande. Vous avez fait un chef-d'œuvre. Mais l'aspect ne s'apparente à aucun style connu. Pourquoi aller aux extrêmes? Il y a le juste milieu. Nous voulons que vous rajoutiez ceci. On voit là le côté paladien commencer à envahir. Ceci, une touche moderne et une touche classique. Voilà, c'est ça. Le juste milieu. Pourquoi prendre des risques? Voilà. Et un édifice, répond-il, a son intégrité, tout comme un homme. Il doit avoir sa forme, servir son dessein. Vous voyez la traduction, comme elle est bien. Vous défiez les normes courantes. Je crée mes propres formes. Regardez le tableau ruiniste à la Hubert Robert derrière. Ça, on n'a pas le temps de tout un... Alors voilà l'œuvre de Rourke par lequel il se fait remarquer, l'Enright Building, voilà, qui faisait partie du générique, La Nuit, et l'horreur du Cortlandt Homes qu'on lui impose, ils ont modifié sans raison et qu'il va faire littéralement sauter. Ce en quoi il va pouvoir, je rassemble le film, il va pouvoir retrouver sa gloire et son intégrité avec tout simplement
son ouvrage de White Hand et se trouver unie à celle qu'il convoitait et qui elle-même le recherchait. Et bien voilà, le final est bien sûr un peu cake, hein, hollywoodien, la manière dont on faisait les films à cette époque-là. Et l'architecte s'affirme du haut de son édifice, le Wynand Building, qui le consacre et l'unit à Dominique. Alors, est-ce que, si on suit la maquette du livre par les éditeurs, est-ce que ça colle tout à fait, cette fin, et en particulier cette vision héroïque de l'architecte, avec l'écriture de Manganelli? Sûrement pas, et j'en veux pour preuve juste, et ça sera la fin de ce prologue, j'en veux juste pour preuve cette nouvelle, hein, nouvelle où c'est quand même 100 romans fleuves, hein, donc bon, c'est des micro-récits, 71, dont la chute est bien moins héroïque que l'issue du film. Et je me permets de lire le texte que vous avez ici à l'écran. L'homme est au centre de la ville. La grande place blanche est entourée par des immeubles très hauts, si hauts qu'on n'en voit pas le sommet. La lumière est un délicat crépuscule. On ignore s'il s'apprête à sombrer dans la nuit ou à s'ouvrir vers le jour. La ville est déserte. Il sait que dans les maisons blanches, dans les rues tracées au cordeau, sur les plages géométriques, il n'y a ni hommes ni animaux. Il est le centre de la ville, sa signification et son plan. Il ne peut savoir s'il est là en tant que souverain, en tant que martyr ou en tant que prisonnier oublié. Pour ce qu'il peut connaître de sa propre condition, il se pourrait qu'il soit en lui-même un monument, rien d'autre que le lieu privilégié de la ville. Il n'a de lui que des notions indistinctes, mais tout ce dont il se souvient est en quelque sorte lié à la ville, bien que ni lui, ni personne d'autre, à ce qu'il sache, n'y ait jamais vécu, n'y soit jamais né, jamais mort. Il sait qu'il y a une raison pour qu'il soit par excellence l'habitant de la ville. C'est l'atroce et souveraine souffrance que lui infligent ces lignes droites, cette blancheur cruelle. Immobile au centre de la ville, il la contient tout entière sur son plan d'angoisse. Depuis longtemps, il songe à prendre la fuite. Mais la fuite signifie le renoncement à la souffrance. Et la souffrance est la raison pour laquelle il est non seulement le centre, mais le monarque de la ville déserte. Cependant, il sait aussi que c'est parce qu'il en est le monarque qu'il doit fuir, tuant du même coup la ville qui n'existe que par la fierté qu'elle retire de son centre, de son monument, de sa souffrance, de son explication et de son roi. Tout est bâti sur la conviction, sur la prophétie certifiée qu'il ne quittera jamais ce lieu, qu'il n'essaiera jamais de rejoindre les portes grandes ouvertes des murs d'enceinte. Et tout ceci n'a pour effet que d'insister sur la nécessité de sa fuite, de lui répéter qu'il doit délaisser tout sens pour en acquérir un et abdiquer d'être roi. Être le sens de la ville, cela signifie en être à la fois la victime et le bourreau. Au moment où son projet de fuite se fait lucide et intolérable, la souffrance de la ville ne lui échappe pas, ni la panique de ses immeubles est si imposant. Il s'aperçoit qu'il déteste cette cité orgueilleuse et vile, et en chaque point de son corps, il prend la mesure du droit de vie et de mort qu'il exerce en tant que monarque sur la ville tout entière. Immobile, il décide de fuir, de tuer, de faire de la ville, qui est sa fierté, un blanc amas d'indéchiffrables ruines. Alors, c'est une écriture aporétique, paradoxale, qui caractérise effectivement Manganelli et qui fait partie dont l'ironie et le cynisme est assez caractérisé. Et je m'arrêterai, donc je vous laisse méditer. Vous avez peut-être pensé à Édipe Roi, moi j'ai pensé aux images des villes liées à la perspective, des villes parfaites et non habitées que l'on voit à la Renaissance apparaître. Je vous laisse à votre rêverie. Tout ça pour, après ce long prologue, vous amener vers ce qui, moi, m'engage en quelque sorte, en tant qu'historienne de l'art et de l'architecture, vers une écriture non plus seulement critique, mais tournée vers la fiction. Un blanc amas d'indéchiffrables ruines,
L'architecture donnerait à lire ses propres signes à interpréter pour faire histoire. Détails, indices, traces, mais aussi impensés et délaissés par l'histoire de l'art et de l'architecture, sollicitent ici mon attention, celle d'un regard enquêteur, pour lequel le lacunaire ouvre sur la fiction. Alors c'est une tendance un peu généralisée en ce moment, ce retour de la fiction parmi les chercheurs, je dirais, toutes disciplines confondues, qui travaillent avec des restes, qui travaillent avec des lacunes, qui travaillent avec des impensés. Il y a en quelque sorte une manière sûrement jouissive et critique de continuer l'écriture autrement. Pour ma part, ça m'est venu un peu, peut-être sûrement dans le fil, à la suite de Daniel Arras, de son ouvrage déjà lointain, On n'y voit rien, et du fameux escargot de Cossa, mais pas seulement. Alors de crime, nous parlerons comme astuce nécessaire à l'exploration d'un manque interprétatif qui n'est pas qu'énigme, puisque se joue à distance, pour reprendre le terme de Gainsbourg, un nécessaire estrangement dans l'amorce du procédé littéraire. Et donc le crime vient, en quelque sorte, attirer à lui toute la violence interprétative et toute la mise au secret également. Alors, l'architecture comme machine à lire, on a employé le terme de machine encore ce matin. Le terme de machine, bien sûr, renvoie à ce que aux enfants écrit dans la revue L'Esprit Nouveau. Je cite « J'avais baptisé l'œuvre d'art, une machine à émouvoir », slogan que Le Corbusier transforma pour l'architecture en machine à habiter, et Paul Valéry nomma le livre Machine à lire. Alors on peut parler de l'architecture comme d'une machine à lire, machine et machinerie travaillant à partir d'indices et traces à l'ouvroir littéraire, et comme en une déposition qui laisse sa part de mise en latence, espérer un dévoilement du sens. On pourrait alors parler du bon usage du crime en architecture, dans la mesure où il viendrait répondre à quelque chose d'irrésolu, de l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, d'une violence suscitée par l'impensé, le non-dit, le crypté, tout autant. Énigme portant son sens, cryptos, crypté, latence figurable, qui vise à être mise en évidence, sans pour autant dénouer le sens, laissant donc une part ouverte à l'interprétation. Alors Daniel Arras, citant Calabrese, rappelait que le détail, la fonction du détail est pour moi importante, que le détail présuppose un sujet qui taille un objet et que la configuration du détail dépend du point de vue du détaillant. Ce point de vue qui circonscrit son objet au milieu des choses, je le rattache à l'expérience d'une mise en perspective de la narration sur elle-même, qui serait prise au geste du projecteur, du perspecteur, et à la fameuse storia qui s'inscrit au moment où se met au point la perspective à la Renaissance. Storia et perspective vont ensemble. Et j'en veux pour preuve ce qu'on vient de rééditer cette année avec une excellente traduction d'Iversant aux belles lettres, c'est l'histoire du gros de Manetti. Il est dommageable que Hubert Damisch, dans ses nombreux ouvrages sur la perspective, n'en ait pas fait état. Cette histoire du gros, comme beaucoup d'histoires orales qui naissent au XVe siècle, finit par être écrite par le fameux Manetti, qui est quand même de mèche avec Brunelleschi pour la mise en place de la perspective, mathématicien et architecte de renom, donc de Florence, qui finit par écrire cette histoire du gros dans les années 80 donc du XVe siècle, sous la forme très connue littéraire de la beffa, c'est-à-dire une sorte de farce dans la tradition du jeu sérieux, qui vise par son ironie à déstabiliser la perception. Et donc, je résume rapidement, un architecte donc, tourmente un artisan, il est ébéniste, avant même l'expérience de la tavoletta, de la mise en place de la perspective, en parvenant à le faire douter de lui-même. Il ne sait donc ni regarder au travers des choses, ni au-dedans de lui-même, et ce fameux Matteo, auquel il arrive à faire croire qu'il s'appelle lui-même Manetto, et donc à lui troubler complètement l'identité, eh bien cet artisan du bois dont la perspicacité en fait est mise à l'épreuve finira par apprendre à se défier des apparences en devenant à la fin du livre expert en perspective. Donc la perspective participe littéralement à la construction de l'identité comme du point de vue du sujet qui va nous permettre ici d'entrer dans le récit, la storia, les histoires pour vous dire. Donc mes micro-récits, je vais rapidement je suis en train de l'écrire, donc c'est des micro-récits où on peut se poser la question qui parle.
Alors, le narrateur n'est pas que l'enquêteur, il est bien plutôt lié à la plasticité du corps araignée qui tisse sa toile, répondant au moindre signe pour sauter en quelque sorte sur sa proie. On se souvient de ce passage de Deleuze. De fait, le narrateur reprend, dans ce que je suis en train d'écrire, reprend les lambeaux de la tapisserie sous d'autres textures, réinventant les formes du montage telles qu'il se donne à voir dans l'interprétation des impensés de l'histoire de l'art et de l'architecture. On va rentrer dans cette masse d'images, mais que je vais oraliser rapidement, autour de 4 points. Un invu par les visiteurs comme par les historiens de l'architecture, une trahison mimétique, un détour Kemp, une chose incongrue et un projet rétrospectif qui guiderait un peu mes lignes aujourd'hui. Alors, vous reconnaissez peut-être ce lieu bizarrement troublé par ces raccords. En fait, il s'agit d'un montage de reflets. Nous sommes au pavillon Mies van der Rohe. Et dans cette opacité, dans ce jeu des matières, n'est-ce pas, troublant, où le paysage s'invite à l'intérieur du pavillon, personne ne remarque quand on est sur la place cette petite chose. Ah, il n'y a pas de mouche? Ah oui. Cette petite chose qui est là, je vous révèle les choses avant même que, bien sûr, c'est ce qui va nouer l'intrigue, cette petite chose qui est là. Alors, ce pavillon, on est troublé, bien évidemment. Alors, on se souvient que là, il y a une statue qui a été externalisée sur ce bassin, alors qu'on en prévoyait 3 dans une diagonale. Donc, elle se retrouve, je vous la montre ici, Der Morgen, le matin, n'est-ce pas, de Kolb. Mais le visiteur est stupéfait et pris par cet aspect émotionnel, n'est-ce pas, veiné des marbres, par les jeux optiques, les renvois de couleurs des parois les unes sur les autres. Je vais vite, les effets de reflets, où tantôt on a l'impression de voir au travers du pavillon, tantôt on a l'impression de voir les reflets du paysage se projeter sur les verres, les jeux de verre. Des visions peut-être du pavillon auxquelles on ne pense pas ici. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, c'est cette chose-là, avec cette expulsion de la statue, toujours, cette chose-là. Il se trouve que cette chose-là, selon les moments de la lumière du jour, parce que je rappelle, c'est un pavillon qui a été fait, qui ne s'expose que lui-même, en quelque sorte, qui expose son propre vide, mais il s'expose lui-même, n'a aucune électricité, alors que c'était la fée électricité qu'on célébrait en 29 à Barcelone à l'époque. Bon. Et il n'y a aucune électricité, donc on voit bien qu'elle s'anime d'une lumière, qu'on pourrait dire presque d'une lumière intérieure. Et alors, les visiteurs passent devant, ne font pas attention, parce que de toute façon, ce qui les intéresse, c'est ou le bassin, ou les jeux miroitants, ou tout simplement les marbres veinés. Et quand on se trouve du côté du jardin, devant cette série de verres, plus ou moins fumés, plus ou moins transparent, on voit là l'extérieur qui donne, n'est-ce pas, sur le grand bassin. Là, nous voyons à travers, vers l'entrée du pavillon qui donne sur l'esplanade. Et ici, on se retrouve face à un vrai miroir. Donc il y a quelque chose qui bute. Il y aurait donc un entre-deux, scellant littéralement un vide qui est non traversable par le visiteur. Et personne ne remarque ça. Et alors, en y revenant à différents moments de la journée, parce que ce pavillon, n'est-ce pas, a été reconstitué, on peut le dire comme ça, par Fernando Ramos et Soler Morales et Serici dans les années donc, 80, 83, 86. À certains moments, on se dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là qui traverse? C'est bizarre. Et donc, de l'autre côté, c'est encore plus bizarre, parce que, on se dit, mais il y a quelque chose qui cache, il y a quelque chose, il y a une fente, il y a quelque chose. En fait, entre le moment de la démolition du bâtiment en 30 et sa réapparition, on va le dire ainsi, dans les années 80, il ne restait guère que les photographies qu'avait prises Wilhelm Niemann sous la direction de Mies lui-même, qui ont longtemps été que le seul support de la critique. Et on voit que le jour de l'inauguration par le roi et la reine d'Espagne du pavillon, eh bien, Mies était fort mécontent et avait occulté l'intérieur, on va l'appeler caisson,
par du papier craft, et quelque chose ne lui convenait pas. Alors même qu'il retouche les photos de William en lui demandant littéralement d'animer la nuit, la nuit constellaire étoilée de ces marbres de l'Atlas, par luminosité interne du bâtiment. Une sorte de luminescence. Alors tout ça, c'est retouché. Donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose de plutôt mystérieux, et en tout cas de l'invu, qui est l'ordre de l'invu. Et Fernando Ramos, je lui ai fait remarquer quand même qu'on voyait apparaître cette ligne-là, qui n'est pas une ligne de néon, bien évidemment. Il m'a dit, tu as vu ça, c'est embêtant. Et bon, et oui. Alors bon, en fait, en se surélevant, on s'aperçoit que c'est la seule chose qui n'était pas dans le projet de Miss, puisque Miss l'avait laissé, vierge, complètement ouvert, une fente à la Fontana, on va dire ça comme ça, par anachronisme, et que les feuilles et la pluie tombant dedans, Ramos a été obligé d'inventer cette structure qui ne fait pas du tout partie du projet de Miss. Alors on comprend que, moi je pousse un peu plus l'histoire, la narration, je la pousse vers l'idée que ce qui sont lumineux et qui est une sorte de déplacement, qui est une sorte de alors, je vois le pavillon comme un temple laïque, avec ceux qui sont lumineux comme une sorte de pronaos infranchissable. La déesse a disparu, la déesse a été externalisée du bassin, elle reçoit la lumière dont elle s'anime, mais dont elle se protège aussi, parfois tantôt dansante, puisqu'il s'agit, je n'ai pas le temps de le préciser, que Kolb s'était fait remarquer par des statues de danseuses à un moment où il se passionnait de Mary Wigman. Donc cette danse libérée du corps, cette danse sorcière, et que ces jeux de reflets du corps de Der Morgen finissent par lui faire régler en quelque sorte son compte, puisque l'idée du crime, c'est de retrouver le corps d'une femme, sans la déesse qui a disparu, le corps d'une femme dans ce caisson, et dont on se demande même comment on a pu l'y faire entrer. Donc c'est une boîte optique, une boîte à fantasmes, et bien évidemment, le pavillon n'est que cela, et qui nous incite à fictionner. Donc, premier point. J'ai encore le temps, je ne sais plus quelle heure il est, il me reste combien de temps ? 5 minutes, c'est bien. La trame maintenant de la trahison mimétique, en fait, ce désir de fiction chez moi est né d'une rencontre avec un perroquet. Voilà. Et là, le récit suivant se trouve donc à la fois entre Venise et la Villa Masser, autour de Palladio et de Véronèse. Et après avoir compris quelque chose de la Villa Masser qui n'avait pas été traité dans aucun livre d'histoire de l'art, même par les plus grands, je reviens dans Venise et Campo di Giustina, detto di Barbaria. Il y a une sorte de mise en écho chez le narrateur et de jeu de littéralité, d'allitération entre ces lettres. Et la découverte d'un dialogue avec ce perroquet que vous voyez, j'ai vraiment longtemps parlé à ce perroquet qui s'est plaint de mon éloignement le long de la place. Et je me suis dit, il y a vraiment, c'est un moment borghésien dans la réalité, il faut vraiment que tu écrives sur ce que tu as vu, puisque en plus le réel te le renvoie. Effectivement, à la Villa Masser, il y a ce perroquet devant cette colonne torse, n'est-ce pas, qui est une des colonnes privilégiées de Véronèse. Vous la connaissez, je vais m'intéresser à cette crociera rapidement, et je vais aller vers ce salon de l'Olympe. On connaît l'histoire, c'est que Véronèse s'est mis à peindre du Palladio à l'intérieur de la structure de Palladio, pour vite dire, avec ces jeux de prolongement de balustrade, ici de part et d'autre. Qu'est-ce qui est peint, qu'est-ce qui est fin ? Des personnages pris sur le vif, peints, qui habitent littéralement les murs de la villa. Et quand on arrive, en fait, dans la salle de l'Olympe, on arrive précisément sous cet angle. Et c'est cela qu'on a... et si on n'est pas physiquement présent à l'architecture, on ne peut pas l'interpréter ni le voir. Et donc, c'est ça qui va embrayer la fiction, on va dire. Parce que ici, vous avez à cet étage-là, Giustiniane, renvoie tout à l'heure à Justine, l'épouse de Marc-Antonio Barbaro, un des deux Barbaro qui ont commandé, n'est-ce pas, la villa à Palladio. Palladio qui en parle, n'est-ce pas, dans ses 4 livres d'architecture publiés en 1570. Et, bon, je m'arrête là pour le moment.
Et on voit donc ce redoublement de l'architecture à l'intérieur par la feintise de la peinture. Hein. C'est absolument rare, mais Vasari, du temps de Véronèse, dans ses Vitae, nomme cela déjà de son vivant un chef-d'œuvre. Alors comment se fait-il que ce chef-d'œuvre, reconnu par Vasari lui-même, ne le soit pas par Palladio, alors même que Palladio, dans ses 4 livres d'architecture, dit alors il a cité tous les artisans, les moindres artisans dans toutes ces autres villes-là, et là, il se félicite d'avoir pu faire venir par une tuyauterie, c'est vrai, c'est pas mal, déjà la plomberie à l'époque, à cette époque-là, c'est déjà pas mal, mais du fin fond des monts, l'eau jusque dans les cuisines et dans les jardins, et ça s'arrête là. Il omet littéralement le nom de Véronèse. Bon, c'est sur cette énigme que je travaille. Alors donc là, ce qui me fait comprendre la chose plus précisément, donc vous voyez la maîtresse de maison, n'est-ce pas, avec la vieille nonna, la nourricière à ses côtés, son plus jeune enfant de l'autre côté, en face d'elle, sur l'autre balustrade, ses 2 fils, l'un vita activa, vita contemplativa, c'est-à-dire lecture et chasse. Et en fait, cette balustrade, il se passe ceci, c'est-à-dire que nous sommes accueillis en tant que visiteurs par cette nonna perpétuellement suspendue là-haut par la peinture, n'est-ce pas, et qui nous pointe du doigt pour nous accueillir et qui nous dit regardez, elle nous regarde littéralement, c'est la seule qui voit les visiteurs entrer, qui nous regarde et qui pointe du doigt quelque chose qu'il faut regarder en fait. C'est le fameux admonitor d'Alberti dans le De Pictura. Il faut regarder quelque chose en haut. Or, bon, la maîtresse de la donna di Palazzo, elle est sur l'horizontalité de son existence. La nourrice fait l'intercesseuse. L'enfant, lui, l'infant, celui qui sûrement ne parle pas encore, eh bien, il est fasciné par le petit Carlin de sa mère. Et le perroquet est le seul, n'est-ce pas? Voilà le fameux doigt. Le perroquet est le seul à voir les 2 côtés, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas. Et donc, en tant que celui qui mime, il est en quelque sorte le peintre lui-même, le bout de son pinceau qui nous a piégés dans le mimétisme de cette architecture et qui nous fait voir quoi? Qu'est-ce qu'il faut voir en haut de l'autre côté? Eh bien, vous voyez toute l'ironie scandaleuse qu'a souvent Véronèse. Il a externalisé Jupiter du centre de l'Olympe. Vous avez Jupiter ici assez ombrageux. Il a l'air de râler un peu d'avoir été mis sur les bords de l'Olympe pour mettre à sa place, eh bien, je la retourne cette figure, une Sophia, une sagesse divine, là qu'il faut interpréter sur son dragon et qu'il va falloir interpréter, que je ne vais pas interpréter ici aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà, on sait les démêlés qu'il avait avec l'acquisition, mais c'est une liberté prise par Véronèse. Alors ce même Véronèse qui dresse le tableau de Barbaro, Daniele Barbaro, celui qui traduit pour la première fois en italien les 10 livres d'architecture de Vitruve, vous le voyez là justement au travail, et il est en train, avec les manuscrits de Vitruve, de travailler ces jeux perspectifs. Or, il se trouve que Véronèse n'a pas peint, il aurait pu, à la date du tableau, il aurait pu peindre l'édition critique de cette traduction. Or, justement, le problème, c'est que la traduction et les planches ont été... La traduction a été faite par Barbaro, mais les planches ont été réalisées par Palladio. Et donc, il ne veut pas mettre en avant Palladio, vous voyez. Donc, il y a une histoire de règlement de compte, je vais vite, vous voyez ici, de règlement de compte, en quelque sorte, entre Palladio, qui était simple tailleur de pierre, fils de meunier, et qui est devenu un architecte humaniste consacré dans toute la Vénétie, et un Véronais, fils lui-même de tailleur de pierre, qui s'est affirmé peintre, certes amoureux d'architecture, et qui se dit, dans une célèbre lettre adressée au cardinal Gonzague en 1553, Spezza Preda, tailleur de pierre lui-même, parfois il signe des tableaux ainsi. Donc il y a une sorte de rivalité entre les 2 arts, et bien évidemment, il faut y voir l'ingéniosité accomplie de Véronèse qui, lorsqu'il, au Palais Ducal de Venise, fait l'éloge d'Arachné pour mettre en évidence l'industrie, c'est ainsi qu'on nomme le tableau, mais plutôt l'ingénium de l'artiste devenu architecte. Voilà, et je m'arrêterai bien sûr sur cette pince menaçante des tenailles. Je m'arrête là parce que bien évidemment, je pouvais aller vers la villa, voir ne pas voir d'Éline Gray, et rapidement vous dire que sur ce fameux paquebot, j'ai trouvé qu'il y avait, bien évidemment, à partir de cette carte de l'invitation au voyage, la rencontre entre un enquêteur, bien sûr, qui se demande pourquoi
une artiste qui venait là se recueillir est décédée, tout simplement à l'aide de ce fauteuil qui s'appelle le non-conformiste. La designer architecte avec Badovici était elle-même une non-conformiste, comme on les appelait à l'époque. Et voilà ici plusieurs chaises de non-conformistes, et que je croise. L'artiste en question qui vient ici et qui est souvent suivi par son galeriste, mais pas aux mêmes heures, c'est ça qui est intéressant, eh bien c'est Tatiana Trouvé avec la série des intranquillités et des rémanences. Voilà. Je file sur Castelvecchio rapidement, je vais vite, parce que Castelvecchio, c'est Scarpa et le croisement avec l'époque médiévale, bien évidemment, cette reviviscence des statues qui sont vraiment, ces œuvres d'art sont vivantes parmi nous sur ces socles. Je vais vite et je m'intéresse au vol, qui a été retrouvé depuis, mais au vol de ces deux tableaux, de ce garçon qui rit, qui montre ses dents, avec ce dessin d'enfant, à côté bien sûr de ce studioso moine bénédictin, que je rapporte en fait, vous allez comprendre pourquoi, tout le travail de Scarpa, en particulier un des plus confortables escaliers que je connaisse, qui est celui-ci. Et dans cette série d'escaliers, il va s'y trouver une chute. Ces escaliers qui sont à l'honneur aussi, les armoiries, l'escalier de l'échelle, eh bien ce fameux can grande, ce condottiere, qu'il a mis en scène ainsi sur son bout de chapiteau, Scarpa nous met en évidence d'autant plus ce mouvement du cheval, ce mouvement du corps et ce sourire d'un tyran quand même. Entre le sourire et le rire, voilà où se niche l'énigme de cette affaire, je n'en dis pas plus, et de ces jeux d'échelle et d'escalier qui donnent sur la ville. Voilà, je pourrais m'arrêter là parce que ensuite je pars vers San Michele, voilà, avec le travail de l'architecte, rappelez-moi le nom de l'architecte, David Chipperfield, à Venise, et sur ces histoires de mobiles bougeants, où en fait c'est l'histoire d'un architecte qui raconte sa mort avant de l'avoir vécue, et qui très rapidement, jeu de lettres, sur les questions d'arrosoir, je vous laisse rêver avec ces architectures, revient avec tout simplement Rossi, et le jeu de loi, et la case de la mort, revient en ces lieux, comprendre quelque chose de l'architecture de l'île des Morts à Venise. Voilà, je m'arrête là. Merci.